Quelque chose s'est produit le 3 octobre 2025, lors de l'approche la plus proche de Mars par 3i Atlas. Quelque chose qui a été détecté par plusieurs observatoires radio à travers le monde, mais que la NASA a initialement refusé de reconnaître. Et lorsque les données ont finalement fuité par le biais du laboratoire de recherche navale, elles ont révélé des schémas que personne n'était en mesure d'expliquer. Des émissions radio provenant d'une comète interstellaire, structurées, répétitives, et complètement différentes de tout ce qui avait été observé auparavant à partir d'un objet naturel dans l'espace. C'est l'histoire qu'ils ne voulaient pas raconter. Mais la vérité finit toujours par éclater, surtout lorsque des scientifiques qui accordent plus d'importance à la transparence qu'à la politique institutionnelle décident que le public mérite de savoir ce qui se passe réellement dans notre système solaire. Laissez-moi vous raconter comment tout cela a commencé. Lorsque 3i Atlas a été découvert pour la première fois le 1er juillet 2025 par le programme Atlas, Astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System, à Hawaï, il a immédiatement été signalé comme inhabituel. L'objet se déplaçait à plus de 210 000 km/h, une vitesse suffisante pour que, en moins de 24 heures, les calculs orbitaux confirment qu'il n'était pas lié à notre Soleil. Il venait de l'espace interstellaire. Il s'agissait seulement du 3e visiteur interstellaire confirmé que nous ayons jamais détecté. Le protocole standard pour de tels objets implique des campagnes d'observation coordonnées. Des télescopes terrestres suivent la position et la luminosité de l'objet. Des télescopes spatiaux analysent son spectre pour déterminer sa composition. Et des radiotélescopes, d'énormes antennes paraboliques sensibles au rayonnement électromagnétique sur une large gamme de fréquences, recherchent toute émission radio qui pourrait nous renseigner sur l'interaction de l'objet avec le vent solaire, les champs magnétiques ou les processus internes. Les observations radio des comètes ne sont pas inhabituelles. Lorsque le vent solaire, un flux de particules chargées émanant du Soleil, frappe la comète, le nuage de gaz et de poussière entourant le noyau, il crée des instabilités plasmatiques. Ces instabilités peuvent générer des bruits radio, généralement dans la gamme des basses fréquences. C'est chaotique, large bande, aléatoire, comme des parasites sur une vieille radio. Mais ce qui a été détecté par 3i Atlas n'était pas des parasites aléatoires. Le premier indice est venu du Very Large Array, VLA, au Nouveau-Mexique. Le VLA est un ensemble de 27 antennes radio disposées en forme de Y, capables de détecter des signaux radio extrêmement faibles provenant de l'espace. Le 28 septembre, alors que 3i Atlas s'approchait du Soleil et devenait de plus en plus actif, le VLA effectuait des observations de routine dans le cadre d'une campagne coordonnée visant à étudier la comète. Le docteur Rebecca Torres, radioastronome travaillant avec l'équipe du VLA, examinait les données lorsqu'elle a remarqué quelque chose d'étrange. Comme prévu, des émissions radio provenaient de la position de la comète, mais elles ne se comportaient pas comme le bruit radio-cométaire typique. Le signal avait une structure. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une interférence, a déclaré Madame Torres lors d'une interview privée qui a été divulguée sur des forums astronomiques. Nous subissons constamment des interférences. Les satellites, les émetteurs terrestres, même les fours à micro-ondes peuvent créer des signaux qui contaminent nos données. Mais là, c'était différent. Le signal provenait exactement de l'endroit où se trouvait la comète, et lorsque j'ai filtré les sources d'interférences connues, le signal était toujours là. Elle a soumis les données à plusieurs pipelines d'analyse. Elle a vérifié s'il y avait des erreurs instrumentales. Elle a comparé les observations de différents moments pour voir si le signal persistait. Et c'était le cas. Pas de manière continue, mais par intermittence. Le signal apparaissait, durait plusieurs minutes, puis disparaissait. Quelques heures plus tard, il revenait. Torres a fait part de ses conclusions au chef d'équipe qui lui a demandé de continuer à surveiller, mais de garder les observations confidentielles jusqu'à ce qu'elles puissent être vérifiées par des installations indépendantes. C'est la procédure habituelle. On n'annonce pas une découverte potentiellement importante tant qu'on n'est pas absolument certain qu'elle est réelle. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Torres a contacté ses collègues de l'observatoire d'Arecibo à Porto Rico, ou plutôt ce qui restait des capacités d'Arecibo après l'effondrement de l'antenne principale en 2020. Même avec des fonctionnalités réduites, les instruments restants d'Arecibo étaient encore capables d'effectuer des observations radiosensibles, et lorsqu'ils ont pointé leur équipement vers 3i Atlas, ils ont détecté le même signal, de manière indépendante, à l'aide d'équipements différents, depuis un endroit différent, sur la même gamme de fréquences, avec le même schéma intermittent. Vous avez désormais 2 observatoires qui confirment un signal anormal. C'est à ce moment-là que les données auraient dû être rendues publiques.
C'est à ce moment-là que les articles auraient dû être soumis aux revues scientifiques. C'est à ce moment-là que la communauté astronomique aurait dû être alertée afin que tous les radiotélescopes disponibles sur la planète puissent être orientés vers cet objet pour comprendre ce qui se passait. Au lieu de cela, le silence a régné. La NASA, qui coordonne une grande partie de la campagne internationale d'observation d'objets tels que 3I Atlas, a publié une brève déclaration reconnaissant que des observations radio étaient en cours, mais sans fournir de détails. L'équipe du VLA a reçu pour instruction de poursuivre les observations, mais de ne pas divulguer les données préliminaires. Les conclusions d'Arecibo ont également été soumises à un embargo. Le docteur Avi Loeb, qui avait déjà publiquement appelé à la transparence concernant 3I Atlas, a appris l'existence des observations radio grâce à des communications officieuses avec des collègues. Et il n'était pas content. C'est exactement le problème avec la façon dont nous traitons les données anormales, a déclaré Loeb dans un article de blog publié le 7 octobre. Lorsque nous voyons quelque chose que nous ne comprenons pas, la réponse institutionnelle consiste à le cacher jusqu'à ce que nous ayons une explication qui corresponde à nos modèles existants. Mais la science ne fonctionne pas ainsi. La science fonctionne en rendant les observations publiques afin que l'ensemble de la communauté puisse collaborer pour trouver des explications. Il a spécifiquement critiqué la NASA pour ce qu'il a qualifié de « secret inutile » et a exigé la publication de toutes les données d'observation radio liées à 3I Atlas. La réponse de la NASA a été soigneusement formulée. Elle a déclaré que l'analyse des données est en cours et que les résultats seront publiés selon les processus standards d'examen par les pairs. Elle a souligné que la publication prématurée de données non vérifiées pourrait entraîner une incompréhension du public. Elle a assuré à la communauté scientifique que toutes les conclusions pertinentes seront rendues publiques en temps voulu. Traduction. Nous ne vous dirons rien tant que nous n'aurons pas trouvé comment l'expliquer sans semer la panique. Mais les données, surtout à l'ère moderne, ont tendance à fuiter. Et le 12 octobre, quelqu'un au sein du Naval Research Laboratory, NRL, qui exploite certains des équipements de surveillance radio les plus sophistiqués au monde, a téléchargé des fichiers sur un forum privé d'astronomie. Les fichiers contenaient des spectrogrammes, des données chronologiques et des notes d'analyse issues des observations du NRL sur 3I Atlas, effectuées entre le 30 septembre et le 8 octobre. Les fichiers étaient anonymes, aucun nom, aucune affiliation institutionnelle, juste des données brutes et une brève note. Les gens méritent de savoir ce que nous voyons. En quelques heures, les fichiers ont été téléchargés par des dizaines de chercheurs. En quelques jours, une analyse indépendante a confirmé ce que les données originales suggéraient. 3I Atlas émettait des signaux radio à une fréquence d'environ 1,42 GHz. Et le signal n'était pas un bruit aléatoire. 1,42 GHz. Cette fréquence devrait vous sembler familière. Elle est proche de la ligne de 21 cm, la fréquence d'émission radio naturelle de l'hydrogène neutre, l'un des éléments les plus abondants de l'univers. La ligne de 21 cm est importante dans la recherche SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche d'intelligence extraterrestre, car c'est une fréquence que toute civilisation technologiquement avancée et familiarisée avec la physique reconnaîtrait comme importante. Elle est parfois appelée fréquence universelle, car elle serait évidente pour quiconque surveillerait le cosmos. Maintenant, pour être clair, de nombreux processus naturels dans l'espace produisent des émissions proches de cette fréquence. Les nuages d'hydrogène interstellaire, les pulsars, certains types d'activités stellaires. La fréquence seule ne prouve rien d'inhabituel. Mais voici ce qui rendait le signal 3I Atlas différent. Il était modulé. La modulation signifie que le signal n'est pas une tonalité constante. Il varie, il a une structure. Les émissions radio naturelles des comètes sont généralement à large bande et chaotiques. Elles s'étendent sur une large gamme de fréquences et fluctuent de manière aléatoire. Mais le signal 3I Atlas présentait des variations périodiques. L'intensité augmentait et diminuait selon un schéma précis, et ce schéma se répétait. Le docteur Marcus Chen, un radioastronome indépendant qui a analysé les données divulguées, a décrit ce qu'il a découvert. Le signal présente une périodicité claire. Toutes les 27,3 secondes, il y a un pic d'intensité. Puis, il diminue. Puis, il augmente à nouveau. Ce schéma se poursuit pendant plusieurs minutes, puis le signal disparaît. Puis, quelques heures plus tard, il revient avec le même schéma. 27,3 secondes. C'est un intervalle très spécifique, trop spécifique pour être une fluctuation aléatoire. Cela suggère un mécanisme sous-jacent qui fonctionne selon un cycle régulier.
Chen a effectué des simulations pour vérifier si des processus naturels connus pouvaient produire un tel signal. La rotation de la comète pouvait-elle créer ce schéma? Peu probable. Les périodes de rotation des comètes sont généralement mesurées en heures ou en jours, et non en secondes. Des jets de dégazage pouvaient-ils créer des émissions radiopériodiques? Théoriquement possible, mais le mécanisme nécessiterait un schéma de ventilation extrêmement précis et régulier qui n'a jamais été observé auparavant sur aucune comète. Il a également vérifié si le motif pouvait s'expliquer par l'interaction de la comète avec le vent solaire. Lorsque la comète se déplace dans l'espace, les variations de densité du vent solaire pourraient théoriquement créer des effets périodiques. Mais la période de 27 secondes ne correspond à aucune échelle de temps connue de variation du vent solaire. Les fluctuations du vent solaire se produisent à des échelles de temps de quelques minutes à quelques heures et non à des intervalles précis de 27 secondes. Conclusion de Chen. Je ne peux identifier aucun processus naturel qui produirait ce schéma de signal. Cela ne signifie pas qu'il n'en existe pas. Cela signifie simplement que nous ne savons pas encore ce que c'est. Cette formulation prudente est importante. Les scientifiques sont formés à la prudence. Dire « je ne sais pas » est très différent de dire « cela doit être artificiel ». Mais c'est précisément dans l'écart entre ces deux affirmations que la spéculation prospère. Et les spéculations ont effectivement prospéré. Au sein de la communauté astronomique, des discussions privées ont éclaté. Certains chercheurs ont avancé que le signal pouvait être causé par la structure interne complexe de la comète, peut-être des dépôts de glace stratifiés qui se subliment de manière rythmique lorsqu'ils sont exposés à la chaleur solaire. D'autres ont suggéré que les interactions électromagnétiques entre la comète et le champ magnétique interplanétaire pouvaient créer des effets de résonance produisant des émissions périodiques. Mais un nombre croissant de scientifiques se posaient une question différente. Et si le signal n'était pas un sous-produit de processus naturels? Et s'il était généré par quelque chose à l'intérieur de la comète? Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'aborder un sujet qui fâche. Lorsque vous parlez de signaux et de motifs provenant d'un objet interstellaire, les gens en tirent immédiatement la conclusion suivante: technologie extraterrestre, sonde extraterrestre, intelligence artificielle, scénario de science-fiction. Mais soyons précis sur ce que nous disons réellement ici. Personne, ni Torres, ni Chen, ni Loeb, ni aucun scientifique crédible, n'a affirmé que 3i Atlas était définitivement artificiel. Ce qu'ils disent, c'est que les émissions radio présentent des caractéristiques qui ne correspondent pas à nos modèles actuels de comportement naturel des comètes. Et lorsque vous rencontrez des données qui ne correspondent pas aux modèles existants, vous avez deux options: développer de nouvelles explications naturelles ou envisager sérieusement des hypothèses alternatives. Le problème est que les hypothèses alternatives, dans ce contexte, incluent la possibilité d'une technologie. Et cela met les gens mal à l'aise. Cela rend les institutions défensives. Et cela conduit exactement au type de secret et de retard dans la publication des données que nous avons vues avec 3i Atlas. Le 15 octobre, les données divulguées avaient été analysées par plusieurs groupes de recherche indépendants à travers le monde. Un consortium d'astronomes issus d'universités américaines, européennes et japonaises a publié une déclaration commune appelant la NASA à publier immédiatement toutes les données d'observation radio et à coordonner une campagne internationale visant à surveiller de manière intensive 3i Atlas sur toutes les fréquences électromagnétiques. La NASA a répondu en programmant une conférence de presse pour le 20 octobre. L'annonce indiquait que la conférence ferait le point sur les observations de l'objet interstellaire 3i Atlas et répondrait aux questions sur l'analyse récente des données. Cette conférence de presse allait tout changer. Mais avant qu'elle n'ait lieu, un autre événement est venu approfondir encore davantage le mystère. Le 17 octobre, alors que 3i Atlas passait derrière le Soleil et entrait dans une période où les télescopes terrestres ne pouvaient plus l'observer directement, la sonde solaire Parker, un vaisseau spatial de la NASA, conçu pour étudier la couronne solaire, se trouvait justement dans une position lui permettant de détecter les émissions radio provenant de la comète. La sonde Parker Solar Probe n'est pas principalement un radiotélescope, mais elle est équipée d'instruments capables de mesurer les champs électromagnétiques et les ondes plasma dans l'environnement proche du Soleil. Et lors d'un passage de collecte de données de routine, ces instruments ont détecté un signal radio correspondant à ce qui avait été observé depuis les installations terrestres. Mais il y avait une différence cruciale. Le signal provenant de la sonde Parker Solar Probe présentait une fréquence différente. Au lieu de 1,42 GHz, Parker a détecté des émissions à environ 8,4 GHz, une fréquence beaucoup plus élevée.
Vous avez maintenant deux fréquences distinctes. Toutes deux présentent une structure. Toutes deux sont intermittentes. Toutes deux proviennent de Three Eye Atlas. C'est là que les choses commencent à ressembler moins à un phénomène naturel qu'à autre chose. 20 octobre 2025. Siège de la NASA à Washington, D.C. La salle était bondée de journalistes, de reporters scientifiques et d'une poignée d'astronomes qui avaient obtenu l'autorisation d'y entrer. Des retransmissions en direct ont permis à des millions de personnes dans le monde entier de suivre l'événement. L'anticipation était palpable. Depuis 17 jours, des rumeurs circulaient au sujet de mystérieux signaux radio provenant de Three Eye Atlas. Des données divulguées, des téléchargements anonymes, des spéculations sur des origines artificielles. Et maintenant, enfin, la NASA allait s'exprimer publiquement à ce sujet. Le docteur Lori Glaz, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, monta à la tribune. À ses côtés se trouvait le docteur Carl Battams du laboratoire de recherche navale, le docteur Michelle Thaler, directrice adjointe de la NASA pour la communication scientifique, et, via une liaison vidéo, le docteur Rebecca Torres de l'équipe VLA. Glaz commença par une déclaration préparée. Elle confirma que plusieurs installations avaient détecté des émissions radio provenant de Three Eye Atlas. Elle a reconnu que les signaux présentaient des caractéristiques intéressantes qui méritèrent d'être étudiées plus en détail. Elle a souligné que les émissions radio provenant des comètes ne sont pas sans précédent et que une série de processus naturels peuvent produire des signaux structurés. Puis vint le moment clé. Un journaliste du Science Magazine a demandé directement « Dr Glaz, pouvez-vous affirmer avec certitude que ces émissions radio sont d'origine naturelle ou la NASA envisage-t-elle la possibilité qu'elles soient artificielles ?» Il y eut un silence très délibéré. « Nous explorons toutes les explications scientifiquement plausibles », répondit prudemment Madame Glaz. À l'heure actuelle, notre analyse suggère que les émissions sont très probablement causées par des interactions plasmatiques dans la comète, combinées à des effets de modulation rotationnelle. Cependant, nous continuons à recueillir des données et à affiner nos modèles. Remarquez ce qu'elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit « certainement naturel ». Elle n'a pas exclu d'autres possibilités. Elle a utilisé des expressions telles que « très probablement » et « à l'heure actuelle », un langage qui préserve la plausibilité institutionnelle tout en évitant les affirmations définitives. On a demandé au Dr Battams de fournir des détails techniques. Il a expliqué que le signal de 1,42 GHz détecté par les observatoires terrestres pouvait s'expliquer par l'émission cyclotronique des électrons, un processus dans lequel les électrons tournant en spirale dans des champs magnétiques émettent des ondes radio à des fréquences spécifiques. Selon lui, la périodicité pourrait être due à la rotation de la comète, qui fait apparaître différentes régions du champ magnétique. C'était une explication plausible, scientifiquement valable, le genre de réponse qui aurait dû satisfaire l'Assemblée. Mais le docteur Torres a ensuite été interrogé sur le signal de 8,4 GHz détecté par la sonde solaire Parker. Cette fréquence est plus difficile à expliquer avec le modèle d'émission cyclotronique, a-t-elle admis. 8,4 GHz suggère un mécanisme d'émission différent. Nous étudions actuellement si l'émission thermique provenant des points chauds à la surface de la comète, combinée au décalage Doppler dû au mouvement de l'objet, pourrait l'expliquer. Mais je vais être honnête. Nous n'avons pas encore d'explication complète. Honnête. Transparent. Exactement ce que la communauté scientifique attendait. Mais cette honnêteté a ouvert les vannes. Un journaliste du New York Times a demandé « Si vous n'avez pas d'explication complète, envisagez-vous que les signaux puissent ne pas être naturels ?» Le docteur Thaler est intervenu. La mission de la NASA est de suivre les preuves où qu'elles mènent. Nous n'écartons aucune hypothèse qui puisse être testée scientifiquement. Mais des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, et pour l'instant, les preuves sont compatibles avec des processus naturels que nous devons simplement mieux comprendre. Cette réponse n'a satisfait personne. Les sceptiques ont entendu « Nous ne savons pas, donc cela doit être naturel ». Les croyants ont entendu « Nous cachons quelque chose ». Et les scientifiques ont entendu « Nous avons besoin de plus de données, mais nous ne les obtiendrons pas car l'objet s'éloigne ». Car c'était là le véritable problème. Le 20 octobre, Three Eye Atlas avait déjà dépassé son périhélie et s'éloignait du Soleil. La période d'activité maximale était terminée, la comète se refroidissait, et les signaux radio devenaient plus faibles, plus intermittents, plus difficiles à détecter. La fenêtre d'observation se refermait.
et avec elle, la possibilité de répondre définitivement à la question de savoir ce qui causait ces émissions. Après la conférence de presse, la communauté scientifique était divisée. Un camp soutenait que l'approche prudente de la NASA était appropriée, attendre l'analyse par les pairs, ne pas spéculer, s'en tenir à ce que les données montrent clairement. L'autre camp, mené avec véhémence par Avi Loeb, affirmait que la prudence avait franchi la ligne de l'obstruction, que le public et la communauté scientifique méritèrent d'avoir immédiatement accès à toutes les données brutes afin que des analyses indépendantes puissent être menées. Loeb a écrit dans un éditorial largement diffusé « Lorsque Christophe Colomb est revenu du Nouveau Monde, il n'a pas caché ses cartes jusqu'à ce que les cartographes puissent les vérifier. Il a montré ce qu'il avait trouvé et a laissé les autres l'interpréter. Pourquoi l'exploration spatiale devrait-elle être différente ? Si nous avons détecté des signaux anormaux provenant d'un objet interstellaire, tous les radiotélescopes de la Terre devraient être pointés vers lui dès maintenant, sans attendre l'approbation des institutions. » Il avait raison. Mais les institutions ne fonctionnent pas ainsi. La NASA, l'Agence spatiale européenne, la communauté astronomique internationale, ce sont de grandes bureaucraties avec des protocoles, des hiérarchies et une réputation à protéger. Agir rapidement signifie prendre des risques, et les risques peuvent mener à l'embarras si vous vous trompez. Mais que se passe-t-il si le coût d'une action trop lente est de passer à côté de la découverte du siècle ? Au 1er novembre, les données divulguées par le laboratoire de recherche navale avaient été analysées en profondeur par des groupes de recherche indépendants du monde entier. Et leurs conclusions étaient troublantes, non pas parce qu'elles prouvaient quoi que ce soit de définitif, mais parce qu'elles approfondissaient le mystère. Le docteur Elijah Ramsey, data scientist spécialisé dans le traitement des signaux au MIT, a publié une analyse sur le serveur de prépublication Arc-Redshift. Son article, intitulé Non-Random Patterns in Radio Emissions from 3i Atlas, a Statistical Analysis, modèle non aléatoire dans les émissions radio de 3i Atlas, une analyse statistique, utilisait des algorithmes avancés de reconnaissance de modèles pour examiner les ensembles de données divulguées. Ses conclusions, la périodicité de 27,3 secondes dans le signal de 1,42 GHz n'était pas seulement régulière, elle était précise. Au cours de multiples sessions d'observation s'étalant sur plusieurs jours, la période est restée stable à 0,05 secondes près. Les processus naturels qui produisent des signaux périodiques, tels que la rotation, présentent généralement de légères variations dues aux effets de couple, aux jets de dégazage et à d'autres perturbations. Mais ce signal ne variait pas. Ramsey a également découvert autre chose. Niché dans le bruit du signal, il semblait y avoir des modulations secondaires, des fluctuations rapides d'amplitude qui se produisaient à des échelles de temps beaucoup plus courtes, environ 3,14 millisecondes. 3,14 millisecondes. C'est un chiffre étrangement précis. Et Ramsey a noté dans son article qu'il était étrangement proche du temps nécessaire à la lumière pour parcourir 1 kilomètre. Était-ce une coïncidence ? Peut-être. Mais cela a suscité des interrogations. Si je devais concevoir un signal reconnaissable comme artificiel, j'inclurais des constantes mathématiques, des nombres premiers, la vitesse de la lumière, des éléments qui démontrent une connaissance de la physique, a écrit Ramsey dans sa section de discussion. Je ne dis pas que ce signal est artificiel, je dis que si quelqu'un voulait créer un signal qui semble délibéré, c'est à cela qu'il pourrait ressembler. Cette déclaration, enfouie dans le langage académique d'un article technique, a fait la une des journaux en quelques heures. Un scientifique du MIT affirme que le signal 3i Atlas pourrait être artificiel. Ramsey a immédiatement précisé dans des interviews qu'il s'agissait d'une hypothèse et non d'une affirmation. Mais le mal était fait, ou la révélation, selon le point de vue. Le débat avait changé. Désormais, la question n'était plus seulement « ces signaux sont-ils naturels ?» mais « pourraient-ils être artificiels et comment le saurions-nous » Les chercheurs du SETI, ces scientifiques qui consacrent leur carrière à la recherche de signaux provenant de civilisations extraterrestres, suivaient l'affaire de près. Depuis des décennies, le SETI surveille le ciel à la recherche de transmissions radio provenant d'étoiles lointaines. Il dispose de protocoles pour déterminer ce qui constitue une détection crédible. Et 3i Atlas déclenchait plusieurs de ces protocoles. Le docteur Jill Tarter, ancienne directrice du SETI Institute et l'une des figures les plus respectées dans la recherche d'une intelligence extraterrestre, a été interrogée lors d'une interview pour savoir si 3i Atlas devait être considéré comme une cible du SETI. Sa réponse a été mesurée mais significative.
Le SETI se concentre traditionnellement sur les systèmes stellaires lointains, à la recherche des missions intentionnelles. Mais il n'y a aucune raison pour qu'une civilisation avancée ne puisse pas envoyer des sondes à la place de signaux. Si une telle sonde entrait dans notre système solaire et souhaitait communiquer ou recueillir des données, elle pourrait émettre des signaux radio dans le cadre de ces opérations. Serions-nous capables de reconnaître ces signaux si nous les voyions? C'est la question que nous devons nous poser. Elle a poursuivi. Les signaux provenant de 3i Atlas sont intrigants. Répondent-ils aux critères requis pour une détection SETI confirmée? Non, pas encore. Mais ils répondent aux critères requis pour une enquête sérieuse, et j'encourage toutes les installations capables d'observation radio à fournir des données tant que nous en avons encore la possibilité. C'était un appel à l'action, et il a eu un effet. Plusieurs installations qui n'avaient pas participé aux observations de 3i Atlas ont réorienté leurs instruments vers la comète. L'observatoire Parkes en Australie, l'un des radiotélescopes les plus sensibles de l'hémisphère sud, a mené des observations entre le 4 novembre et le 10 novembre. Son rapport préliminaire, publié le 12 novembre, a confirmé la présence d'émissions radio intermittentes à 1,42 et 8,4 GHz. Mais il a également détecté quelque chose de nouveau, de brèves rafales à 22 GHz, une fréquence beaucoup plus élevée. Ces rafales ne duraient que quelques secondes chacune. Elles apparaissèrent de manière aléatoire ou du moins aucun schéma évident n'a été identifié. Mais leur simple existence suggérait que 3i Atlas était une source radio bien plus complexe que ce que l'on avait prévu. Le docteur Simon Grant, l'astronome qui a dirigé les observations de Parkes, a noté dans son rapport « Nous observons des émissions sur une large gamme de fréquences, de 1,4 GHz à au moins 22 GHz. C'est inhabituel pour une comète. La plupart des émissions radiocométaires sont concentrées dans les gammes de fréquences plus basses. La présence de rafales à haute fréquence suggère soit un processus extrêmement énergétique, soit un mécanisme d'émission très différent de celui que nous observons habituellement. Il n'a pas spéculé sur la nature de ce mécanisme, mais ces données ont ajouté une autre couche au puzzle. Maintenant, prenons du recul et examinons ce que nous savons à ce stade. Nous avons des émissions radio à 1,42 GHz avec une périodicité de 27,3 secondes. Des émissions à 8,4 GHz détectées par la sonde solaire Parker. Des rafales à haute fréquence à 22 GHz détectées par l'observatoire de Parkes. Des modulations secondaires à des intervalles de 3,14 millisecondes. Des signaux qui persistent pendant plusieurs jours, disparaissent, puis reviennent. Tout cela provenant d'un objet censé être une comète naturelle provenant de l'espace interstellaire. La question que tout le monde se posait était la suivante. Quel type de processus naturel produit cette combinaison de signaux? Plusieurs groupes de recherche ont proposé des modèles. Une hypothèse suggérait que la comète contenait de la poussière métallique, peut-être des particules de fer ou de nickel incrustées dans la glace, qui s'ionisaient en se vaporisant, créant des plasmas localisés qui émettaient des ondes radio. Cela pourrait théoriquement expliquer les fréquences multiples si différents métaux produisaient des caractéristiques d'émission différentes. Une autre hypothèse suggérait que le noyau de la comète avait une forme irrégulière avec plusieurs régions actives qui tournaient à des vitesses différentes en raison d'un mouvement de culbutage complexe. Cela pouvait créer des périodicités qui se chevauchaient et qui pouvaient apparaître comme des signaux structurés. Une troisième hypothèse, plus exotique, suggérait que la comète avait peut-être traversé une région de l'espace avec des champs magnétiques inhabituellement puissants avant d'entrer dans notre système solaire, et que cette exposition avait magnétisé les matériaux à l'intérieur du noyau. Lorsque la comète s'est réchauffée près du Soleil, ces régions magnétisées auraient pu générer des émissions radio grâce à un processus appelé reconnexion magnétique. Tout cela est plausible, tout cela est scientifiquement défendable. Mais aucune de ces hypothèses n'expliquait entièrement les données observées. Ce qui nous amène à l'hypothèse alternative que personne n'osait formuler officiellement, mais qui circulait dans les conversations privées entre chercheurs. Et si 3i Atlas contenait une technologie? Pas nécessairement une technologie extraterrestre au sens hollywoodien du terme, avec des petits hommes verts pilotant un vaisseau spatial, mais une technologie au sens de matériaux structurés, conçus pour remplir une fonction. Peut-être que l'objet est une comète naturelle qui a été visitée par une sonde d'une autre civilisation il y a des millions d'années et que cette sonde est toujours enfouie à l'intérieur, alimentée par des sources d'énergie à longue durée de vie, transmettant des données ou répondant à des stimuli.
Ou peut-être que l'objet tout entier est une sonde, une construction conçue pour ressembler à une comète, utilisant de la glace et de la roche comme coque pour protéger les systèmes internes pendant le long voyage à travers l'espace interstellaire. Ce sont des scénarios spéculatifs. Mais ils ne sont pas non scientifiques, ce sont des hypothèses vérifiables. Si 3E Atlas contient de la technologie, il devrait y avoir des preuves supplémentaires. Des signatures thermiques anormales, des changements de trajectoire qui ne peuvent s'expliquer par le dégazage, des compositions chimiques qui ne correspondent pas au processus de formation naturelle. Et comme nous l'avons vu dans la première partie, plusieurs de ces anomalies supplémentaires ont été observées. Les schémas thermiques qui suggéraient des sources de chaleur interne, les ajustements de trajectoire qui ne correspondaient pas tout à fait à l'effet fusée, les ratios chimiques inhabituels détectés par James Webb. Individuellement, chaque anomalie peut être expliquée, ou du moins justifiée, par une modélisation suffisamment créative, mais collectivement, elles forment un schéma, et ce schéma met les scientifiques mal à l'aise. À la mi-novembre, le débat avait atteint un niveau d'intensité rarement vu en astronomie. Les réseaux sociaux étaient en effervescence, les forums scientifiques étaient remplis de discussions animées, et les médias traditionnels publiaient des articles avec des titres tels que « 3E Atlas est-il une sonde extraterrestre ?» et « Les scientifiques divisés sur le mystérieux visiteur interstellaire ». De son côté, la NASA est restée prudente. Elle a publié des données supplémentaires par petites quantités, toujours accompagnées d'interprétations conservatrices mettant l'accent sur des explications naturelles. Mais cette approche au compte-gouttes n'a fait qu'intensifier la frustration des chercheurs qui souhaitaient une transparence totale. Puis, le 18 novembre, un événement inattendu est venu bouleverser toute la dynamique de l'enquête. Le 18 novembre 2025. Une date qui restera gravée dans l'histoire de l'astronomie, soit comme le jour où nous avons confirmé le contact avec une technologie extraterrestre, soit comme le jour où nous avons découvert un phénomène naturel si exotique qu'il a bouleversé notre compréhension de la physique cométaire. Car ce jour-là, les signaux radio provenant de 3E Atlas ont changé. Pas progressivement, pas d'une manière qui puisse s'expliquer facilement par la distance changeante de la comète par rapport au Soleil ou par le refroidissement de son noyau. Les signaux ont changé brusquement, et ils ont changé d'une manière qui suggérait une réponse. Voici ce qui s'est passé. L'Allen Telescope Array, ATA, en Californie du Nord, une installation gérée par le SETI Institute et spécialement conçue pour rechercher des signaux extraterrestres, surveillait 3E Atlas en continu depuis le 10 novembre. L'ATA se compose de 42 antennes paraboliques fonctionnant ensemble comme un seul instrument, capable de surveiller simultanément plusieurs fréquences et de couvrir une large zone du ciel. À 14h, heure universelle, le 18 novembre, l'ATA a détecté une augmentation soudaine de l'intensité du signal provenant de 3E Atlas à la fréquence de 1,42 GHz. Le signal, qui avait été intermittent et faible au cours des jours précédents, s'est soudainement renforcé pour atteindre plus de 5 fois son intensité maximale précédente. Et le modèle de modulation a changé. Au lieu de la périodicité de 27,3 secondes qui avait été observée de manière constante pendant des semaines, le signal a commencé à pulser à une nouvelle fréquence, 11,2 secondes. Le docteur Seth Shostak, astronome senior à l'Institut SETI, surveillait les données en temps réel lorsque le changement s'est produit. Dans une interview réalisée plus tard dans la soirée, il a décrit sa réaction. « Je fais des recherches pour le SETI depuis plus de 40 ans. J'ai vu des milliers de faux positifs, des signaux qui semblaient intéressants, mais qui se sont avérés être des satellites, des radars, des interférences. On apprend à rester sceptique. Mais quand j'ai vu ce changement de modèle de signal en temps réel, j'ai ressenti quelque chose que j'ai rarement ressenti dans ma carrière. Une véritable surprise. Les processus naturels ne changent pas simplement de taux de modulation comme on appuie sur un interrupteur. En quelques minutes, Shostak a lancé le protocole de vérification de l'Institut SETI. Il s'agit d'un processus en plusieurs étapes conçu pour confirmer qu'un signal détecté provient bien de la cible et non d'interférences terrestres ou d'artefacts instrumentaux. Le protocole comprend confirmer que le signal persiste lorsque le télescope s'éloigne de la cible. S'il disparaît, il provient probablement de la source. Vérifier si d'autres télescopes peuvent détecter indépendamment le même signal. Analyser si la fréquence du signal est décalée par l'effet Doppler, d'une manière compatible avec le mouvement de la cible. Rechercher les sources d'interférences connues à cette fréquence. Les 4 vérifications ont confirmé que le signal provenait de 3E Atlas. Shostak a immédiatement contacté ses collègues de l'Observatoire Parkes en Australie et du réseau Meerkat en Afrique du Sud,
qui avaient tous deux participé à la campagne d'observation Three Eye Atlas. Il leur a demandé de pointer leurs instruments vers la position de la comète et de rechercher le même signal. Parkes a confirmé la détection en moins de 30 minutes, Meerkat l'a confirmé en moins de 45 minutes, même fréquence, même augmentation d'intensité, même modulation de 11,2 secondes. Vous avez maintenant 3 installations indépendantes sur 3 continents différents, utilisant des équipements différents, qui détectent toutes le même signal anormal provenant d'un objet interstellaire. Il ne s'agit plus d'une erreur instrumentale ou d'une interférence localisée, c'est réel. Mais c'est là que cela devient vraiment étrange. À 16 heures, heure universelle, exactement 2 heures après le début du changement de signal, le modèle de modulation a de nouveau changé. Cette fois-ci, il est passé à 7,08 secondes, précis, stable, et complètement différent de tout ce qui avait été observé auparavant. Le docteur Jill Tarter, qui avait été consulté au sujet des observations, a pris une décision qui, dans d'autres circonstances, aurait été considérée comme prématurée. Elle a autorisé une transmission SETI active dirigée vers Three Eye Atlas. Le SETI actif, qui consiste à transmettre des signaux dans l'espace plutôt que de se contenter d'écouter, est controversé. De nombreux scientifiques affirment qu'il est risqué d'annoncer notre présence à des intelligences inconnues qui pourraient être hostiles. Mais le raisonnement de Tarter était simple. Si cet objet est naturel, notre transmission n'aura aucun effet. S'il est artificiel et réactif, nous pourrions apprendre quelque chose d'inestimable, et s'il est artificiel et hostile, il sait déjà que nous sommes là. Nous diffusons des programmes de radio et de télévision depuis un siècle. L'ATA a transmis une simple séquence mathématique, les nombres premiers de 2 à 97, à 1,42 GHz, la même fréquence que celle utilisée par le signal de 3E Atlas. La transmission a duré 10 minutes et a été répétée 3 fois, avec des intervalles de 5 minutes entre chaque répétition. Puis, ils ont attendu. Pendant 1 heure et 37 minutes, rien n'a changé. Le signal de 3Eye Atlas a continué à émettre ses impulsions à 7,08 secondes d'intervalle, sans changement. Puis, à 19h13, heure universelle, le schéma a de nouveau changé. Le signal a commencé à émettre des impulsions selon une séquence qui a duré exactement 42 secondes, puis s'est répétée. Et lorsque les chercheurs ont analysé le schéma, ils ont découvert quelque chose qui leur a donné la chair de poule. La séquence de 42 secondes contenait 15 impulsions distinctes de durée variable. Lorsque vous avez mis en correspondance ces durées d'impulsion avec des valeurs numériques basées sur leur longueur relative, vous avez obtenu une séquence 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, des nombres premiers, les 15 premiers nombres premiers, dans l'ordre. Exactement le type de signal que les protocoles SETI identifient comme potentiellement artificiel, car ils démontrent des connaissances mathématiques que les processus naturels ne possèdent pas. La salle de conférence de l'Institut SETI a explosé. Les chercheurs étaient à la fois ravis et terrifiés. Ils avaient passé des décennies à rechercher un signal comme celui-ci. Et maintenant, potentiellement, ils en recevaient un, non pas provenant d'un système stellaire lointain à des années-lumière, mais d'un objet se trouvant actuellement dans notre propre système solaire, à moins de 200 millions de miles de la Terre. Mais voici ce qui les empêchait de se réjouir immédiatement. La prudence, la rigueur scientifique, la nécessité d'une certitude absolue avant de faire une déclaration qui réécrirait l'histoire de l'humanité. Shostak a appelé Avi Loeb à Harvard. « Avi, nous avons besoin de vous ici, tout de suite. Nous avons peut-être quelque chose, ou nous avons peut-être le faux positif le plus élaboré de l'histoire du SETI. Dans tous les cas, nous avons besoin d'une vérification indépendante. » Loeb était dans un avion pour la Californie quelques heures plus tard. Pendant ce temps, la nouvelle se répandait. Lorsque vous activez simultanément les protocoles de vérification dans plusieurs grands observatoires, les gens le remarquent, les chercheurs en parlent, les données sont partagées. Et à la fin de la soirée du 18 novembre, des rumeurs circulaient, selon lesquelles quelque chose d'important avait été détecté par Three Eye Atlas. La NASA a publié une brève déclaration. « Nous sommes au courant des récentes observations radio de l'objet interstellaire Three Eye Atlas. L'analyse est en cours. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d'informations. » Ironiquement, cette déclaration confirmait qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. S'il s'était agi d'observations de routine, la NASA n'aurait pas jugé nécessaire de publier une déclaration. Le 19 novembre, Loeb était arrivé à l'installation ATA et avait commencé à examiner les données. Il était accompagné de chercheurs du projet Galileo,
son initiative dédiée à la recherche de preuves de technologie extraterrestre. L'équipe a travaillé toute la nuit, analysant les spectrogrammes, effectuant des tests statistiques, vérifiant toutes les sources d'erreurs ou de contamination possibles. À 0600 heures le 20 novembre, Loeb a convoqué une réunion avec la direction de l'Institut SETI et plusieurs chercheurs clés qui avaient été invités à titre consultatif. La question posée était la suivante. Ce signal est-il artificiel ? La discussion a été intense. Toutes les explications naturelles possibles ont été explorées et testées à l'aide des données. La séquence de nombres premiers pouvait-elle être une coïncidence ? L'analyse statistique a répondu par la négative. La probabilité qu'un signal aléatoire produise cette séquence spécifique par hasard était inférieure à 1 sur 10 millions. Pouvait-il s'agir d'un effet physique exotique du plasma imitant des modèles mathématiques ? Aucun processus connu ne correspondait aux observations. Pouvait-il s'agir d'une interférence provenant d'un satellite ou d'un émetteur terrestre qui se trouvait aligné avec la position de la comète ? De multiples vérifications ont permis d'écarter cette hypothèse. Le décalage Doppler du signal correspondait exactement à la vitesse de 3I Atlas, ce qui n'aurait pas été le cas pour une source terrestre stationnaire. S'agissait-il d'un canular délibéré, quelqu'un transmettant un faux signal pour faire croire qu'il provenait de la comète ? Techniquement possible, mais extrêmement difficile à réaliser de manière à tromper plusieurs observatoires utilisant différentes fréquences et différents protocoles d'horodatage. Après 6 heures de débat, le groupe est parvenu à un consensus. Il ne pouvait pas prouver de manière définitive que le signal était artificiel, mais il ne pouvait pas non plus l'expliquer par un processus naturel connu. Et le schéma de réponse, qui ne changeait qu'après avoir reçu la transmission mathématique de la Terre, suggérait fortement une forme de réactivité. Loeb a résumé la situation. S'il s'agissait de n'importe quel autre objet astronomique, nous dirions « Nous ne savons pas ce qui cause cela, mais c'est probablement naturel, continuons à l'étudier ». Mais il s'agit d'un visiteur interstellaire qui présente un comportement qui semble délibérément réactif à nos transmissions. À un moment donné, nous devons sérieusement envisager que nous sommes peut-être en présence d'une technologie. Il a été décidé de préparer un rapport préliminaire à partager avec la communauté scientifique au sens large et, éventuellement, avec les agences gouvernementales. Mais avant que ce rapport ne soit finalisé, un événement est venu rendre cette décision caduque. Les signaux ont cessé. À 14 heures, heure universelle, le 20 novembre, exactement 24 heures après le changement initial de configuration, les émissions radio de 3I Atlas ont complètement cessé. Ils ne s'estompaient pas progressivement à mesure que l'objet s'éloignait du Soleil. Ils n'étaient pas intermittents comme auparavant, ils avaient simplement cessé. L'ATA, Parkes, Meerkat, tous ont confirmé la même chose, aucun signal. Rien à 1,42 GHz, rien à 8,4, rien à 22 GHz. 3I Atlas était devenu silencieux. Des efforts frénétiques ont été déployés pour retrouver le signal. Différentes fréquences ont été scannées. Des transmissions plus puissantes ont été envoyées depuis la Terre dans le but de provoquer une nouvelle réponse. Mais rien n'a fonctionné. La comète est restée silencieuse. Le 22 novembre, il était clair que ce qui émettait des signaux radio depuis 3I Atlas s'était soit arrêté, soit épuisé sa source d'énergie, soit achevé la fonction qu'il remplissait. Et la comète elle-même continuait à s'éloigner du Soleil, déjà à 220 millions de miles de la Terre et reculant à plus de 60 000 miles par heure. En quelques semaines, elle serait trop faible pour être observée, sauf par les télescopes les plus puissants. La fenêtre s'était refermée. Le 25 novembre, l'Institut SETI, en coordination avec la NASA et l'Union astronomique internationale, a tenu une conférence de presse. Les docteurs Shostak, Tarter et Loeb ont présenté leurs conclusions. Ils ont montré les données. Ils ont expliqué les observations. Ils ont passé en revue les procédures d'analyse et de vérification. Puis, ils ont dit ce qu'aucun scientifique ne veut dire lorsque les preuves sont incomplètes. Nous ne savons pas ce qui a causé ces signaux. Shostak s'est montré prudent. Nous ne pouvons pas affirmer de manière concluante que ces signaux étaient artificiels, mais nous ne pouvons pas non plus les expliquer par des processus naturels connus. Cela représente soit une lacune importante dans notre compréhension de la physique cométaire, soit la preuve de quelque chose de plus extraordinaire. Tarter a ajouté « S'il s'agissait d'un signal provenant d'un système stellaire lointain détecté une seule fois et qui ne s'est jamais répété, nous le classerions comme intéressant, mais non confirmé. Mais il s'agissait d'un objet interstellaire à l'intérieur de notre système solaire, présentant des changements dans le schéma du signal qui semblaient répondre aux transmissions provenant de la Terre.
Cela le place dans une catégorie différente en termes d'importance. Loeb a été plus direct. La méthode scientifique nous oblige à suivre les preuves où qu'elles mènent. Les preuves suggèrent ici la possibilité d'une technologie. Je ne prétends pas que nous avons confirmé un contact avec une intelligence extraterrestre. Je dis que nous avons observé des phénomènes compatibles avec cette hypothèse et que nous devons les prendre au sérieux. La conférence de presse a suscité des réactions mondiales allant de l'excitation au scepticisme en passant par la peur. Certains titres proclamaient « Premier contact confirmé ». D'autres déclaraient « Les scientifiques du SETI se laissent séduire par un phénomène naturel ». La communauté scientifique restait divisée, certains chercheurs convenant que les données justifiaient d'envisager sérieusement l'hypothèse technologique, tandis que d'autres insistaient sur le fait que des explications naturelles finiraient par être trouvées. Mais quelle que soit l'interprétation, une chose était certaine, les signaux radio provenant de 3I Atlas avaient démontré que nos hypothèses sur les objets interstellaires devaient être reconsidérées. Qu'elle soit naturelle ou artificielle, la comète avait présenté un comportement qui remettait en question nos modèles. Et voici ce qui empêche les chercheurs de dormir la nuit. 3I Atlas s'éloigne maintenant de nous, emportant avec elle tous les secrets qu'elle recèle dans le vide cosmique. Nous ne pourrons jamais envoyer une sonde pour l'intercepter. Nous ne pourrons jamais atterrir à sa surface et examiner ce qui a causé ces signaux. D'ici quelques années, elle sera trop loin pour être observée. Mais ce ne sera pas le dernier visiteur interstellaire. Grâce à l'amélioration des relevés astronomiques, on détecte chaque année davantage d'objets de ce type. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019, 3I Atlas en 2025. Il y en aura d'autres. Et maintenant, nous savons ce qu'il faut rechercher. La prochaine fois qu'un objet interstellaire entrera dans notre système solaire, les radiotélescopes du monde entier seront prêts. De meilleurs protocoles, des équipements plus sensibles, des campagnes d'observation coordonnées qui ne laissent aucune lacune. Car si 3I Atlas nous a appris quelque chose, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre de manquer les occasions qui se présentent. L'univers est vaste, le nombre de civilisations qui pourraient exister là-bas est inconnu. Mais le nombre de fois où un objet interstellaire passe suffisamment près de la Terre pour être étudié en détail est infiniment petit. Chacun d'entre eux est un billet de loterie. Une chance d'entrevoir quelque chose qui dépasse notre expérience. 3I Atlas nous a donné cet aperçu. Qu'il s'agisse d'une comète naturelle aux propriétés exotiques ou de quelque chose de bien plus important, cela a changé notre façon de penser les visiteurs interstellaires. Cela nous a montré que la surveillance radio devrait être une pratique courante pour tous ces objets. Cela a démontré que nous disposons de la technologie nécessaire pour détecter et analyser les signaux anormaux s'ils existent. Et il nous a laissé des questions qui pourraient ne jamais trouver de réponse complète. Avons-nous détecté la technologie d'une autre civilisation ? La réponse à notre transmission était-elle réelle ou une coïncidence ? Quel était le but de ces signaux ? Nous ne le savons pas. Et cette ignorance est peut-être la partie la plus profonde de cette histoire. Car la science ne consiste pas à avoir toutes les réponses. La science consiste à poser les bonnes questions et à être honnête lorsque les réponses sont incertaines. 3I Atlas nous a posé une question. Sommes-nous seuls ? Et il l'a fait non pas par des mots ou des images, mais par des motifs dans les ondes radio qui laissaient entrevoir une intelligence, une structure, une intention. Nous ne connaîtrons peut-être jamais la réponse avec certitude, mais la question a été posée. Et nous écoutons, nous observons, nous attendons le prochain visiteur qui pourrait apporter avec lui non seulement de la glace et des roches, mais aussi un message venu des étoiles. Le signal a changé, et nous aussi. Car une fois que vous avez envisagé, vraiment envisagé, la possibilité que nous ne soyons pas seuls, vous ne pouvez plus voir l'univers de la même manière. 3I Atlas a disparu, englouti par l'obscurité entre les étoiles, mais son héritage demeure, dans les données, dans les débats, dans les préparatifs en cours pour le prochain visiteur interstellaire. Et quelque part là-bas, peut-être, un autre objet commence son long voyage vers notre système solaire. Que transporte-t-il ? Nous ne le savons pas. Mais nous serons prêts. Car nous avons appris que l'univers est plein de surprises, et certaines de ces surprises pourraient bien être une façon de nous dire bonjour.